Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce deuxième live Facebook. Alors aujourd'hui nous sommes chez Brand & Celebrities, une participation Cap Horn, et le sujet abordé aujourd'hui est très simple. On va parler de l'intérêt d'acquérir une nouvelle start-up ou une autre start-up pour consolider son positionnement. Donc évidemment on ira interroger Quentin Bordage, le CEO de Brand, à ce sujet, étant donné les nouvelles récentes. Pour vous rappeler le format, dans un premier temps, la vidéo se séquence avec une première météo des startups où on refait le point sur les événements, les dernières grosses levées de fonds, bref, toutes les actualités de l'écosystème. Dans un second temps, nous irons appréhender l'univers et l'écosystème de Brand & Celebrities en visitant les bureaux, et nous terminerons par une interview de Quentin à ce sujet, mais on vous promet pas mal d'autres pas mal de thématiques seront abordées, notamment les conseils aux entrepreneurs, le levier Cap Horn et tous les enjeux autour de la data. Alors, dans un premier temps, la météo des startups, j'aimerais revenir sur plusieurs faits. Dans un premier temps, les levées de fonds, évidemment. On en a parlé il y a 2 semaines avec Olivier et Anne-Vu de FeedsUp. L'écosystème est en pleine mutation. Les startups lèvent beaucoup, lèvent plus vite et lèvent auprès de nouveaux investisseurs. Alors, on peut citer, pour rentrer dans le dur, dans le concret, 2-3 grosses levées de fonds de ces 2 dernières semaines. iAdvise, spécialiste du marketing conversationnel, qui a levé plus de 32 millions d'euros. Concrètement, leur solution permet de détecter les internautes qui ont besoin de conseils lorsqu'ils ont une intention d'achat, et ils répondent à ce problème en live et permettent finalement de mieux adresser le consommateur, en tout cas le prospect, en temps réel avec un service client d'une marque, un chatbot ou d'autres solutions. Donc bravo à la startup nantaise qui fait une formidable levée de 32 millions auprès d'Idinvest, BPI et Cadry Capital. Suivi de près par Shift Technology qui cette fois-ci est dans un tout autre domaine, c'est le SaaS de l'assurance qui permet la réduction de fraude et qui permet aux assureurs de limiter justement tous les risques inhérents à leur métier. Le fait qui est intéressant dans cette levée de fonds, au-delà du montant, qui est de 23,7 millions d'euros, est la présence d'investisseurs étrangers, Accel, General Catalyst, qui s'intéressent de plus en plus à la French Tech et à l'écosystème français. Et ça, c'est un facteur que l'on retrouve là en ce moment de façon récurrente, la prédominance d'acteurs étrangers, européens et américains. Et finalement, c'est un signal positif et un signal fort. La French Tech est extrêmement dynamique et intéresse les étrangers. Enfin, pour terminer et citer un dernier exemple assez connu, Convargo, qui a levé 16 millions d'euros auprès de Inventure, Early Bird et plusieurs business angels, qui est la plateforme qui connecte les expéditeurs de fret et les transporteurs, concurrents plus ou moins directs de solutions comme Fretlink ou Shipeo. En tout cas, une très belle levée et on les félicite. On peut, pour terminer, citer une dernière startup qui est Wistopic, que l'on connaît un petit peu chez Cap Horn, qui a levé près de 4 millions d'euros, un petit peu moins, et que l'on félicite également et qui facilite l'ensemble des démarches dans le secteur de la finance au niveau de la communication. Au niveau des levées de fonds, fini pour aujourd'hui. 2 nouveaux acteurs, des levées très importantes. Mais il n'y a pas que les levées de fonds, il y a aussi les événements. Et la semaine dernière se tenait dans le hub de la BPI le Hello Startup, Hello Tomorrow. Événement très intéressant auquel j'ai eu la chance de participer avec Marion Chanéac, directrice d'investissement chez nous. Et je tenais à féliciter là encore les organisateurs de cet événement, car on a vu vraiment de très belles startups françaises, anglaises, américaines, très innovantes. Et c'était un franc succès avec notamment une soirée chez Facebook le soir. Et là encore, on retrouve le premier point que j'ai abordé d'investisseurs étrangers, car s'y tenaient beaucoup de meetings, de relations investisseurs avec des fonds comme Accel, Point9, Balderton. Bref, l'écosystème arrive dans l'Hexagone et c'est une bonne chose. Troisième point et dernier point concernant la météo des startups, j'aimerais parler d'une thématique un petit peu buzzword qui est l'ICO. Bon, vous en avez sans doute entendu parler. Si je vulgarise, le concept, c'est une IPO pour les crypto-monnaies et qui permet à une startup, généralement dans la blockchain, mais pas que, de lever des montants très importants. C'est une forme de crowdfunding un petit peu particulière, car on acquiert des tokens et ces tokens permettent d'avoir un suivi stratégique par la suite, une utilisation du produit. On ne va pas rentrer dans les détails. La seule chose que je souhaite dire,
c'est que depuis un an, on va dire à peu près un peu plus d'un an, il y a eu 3 milliards de dollars qui ont été levés avec cette nouvelle tendance. C'est gigantesque. Alors oui, c'est décrié par le patron de JP Morgan, décrié car le règlement est encore un petit peu gris à ce sujet. Mais en tout cas, une chose est certaine, on ne peut pas occulter cette nouvelle tendance et c'est à suivre de près. Une start-up française a récemment levé plus de 30 millions si je ne dis pas de bêtises, Dom Rider, grâce à ce mécanisme. On passe rapidement aux actualités, cette fois-ci Caporn, avant d'aller découvrir Brand et son écosystème. Alors, c'est des actualités, ces actualités dont je vais vous parler sont, on va dire, divulgables, mais quelque part, je ne donne pas toute l'info. Nous sommes sur le point d'annoncer 3 investissements dans des domaines très différents et ça sera peut-être l'occasion d'un nouveau Facebook Live pour en parler et annoncer ces belles levées et ces nouveaux partenariats avec des entrepreneurs à succès. Et dernière info, l'équipe Caporn, on l'a dit il y a 2 semaines, se renforce aux États-Unis avec l'arrivée de Philippe Finkelstein à New York. Eh bien, c'est pas fini. L'équipe s'agrandit à Paris avec l'arrivée de 2 nouvelles recrues. On vous en parlera sûrement d'ici les prochaines semaines, prochains mois, en tout cas à court terme. Donc très bon dynamisme et Morgan témoignera, qui est à la caméra, des vertus des nouveaux arrivants, de leur onboarding et nous sommes ravis de les accueillir. Passons dans le vif du sujet. Alors je vous propose d'aller découvrir un petit peu les bureaux de Brand, voir un petit peu où sont les équipes et puis se balader et appréhender un petit peu leur écosystème. Morgan, si tu arrives à me suivre. Je vais y arriver. Alors voilà, on est dans les locaux de Brand, donc un grand open space avec une table de ping-pong en plein milieu. Alors Quentin m'a dit que voilà, elle était accessible à partir de 19h, hein, c'est pas tout le temps des ping-pong. Mais voilà, ambiance relativement start-up avec différents pôles. Derrière toi, si tu fais un 180, le pôle produit qui est éparpillé dans toute la salle mais qui se concentre dans cette partie du bureau. On continue globalement avec une partie sales qui concentre tout ce coin du bureau avec les indicateurs qu'on peut voir au loin et voilà, toute l'activité inhérente à ce secteur-là. Et enfin, comme vous pouvez l'imaginer, la dernière partie qui est la partie technique qui est au bout, la partie marketing qui est effectivement en plein milieu et centrale, et la partie technique qui regroupe tout le coin gauche du bureau. Quentin est derrière nous, mais on y arrivera plus tard. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre un membre de l'équipe. On finira la visite des bureaux. On va découvrir François. On va voir avec lui quel est son quotidien, quelles sont ses tâches et comment il vit l'aventure Brand. François, est-ce que tu as 5 minutes à nous accorder? Oui, bien sûr. Bonjour. Alors, écoute, on est en live Facebook sur Caporn. Donc, l'idée, c'est vraiment de présenter ce que tu fais, ta mission et voilà, tes objectifs à court terme. Et enfin, on terminera par un commentaire un petit peu plus informel sur comment tu te sens dans l'équipe chez Brand. Donc voilà, assez général, mais voilà, comprendre ton environnement. Si tu peux parler fort pour la caméra, ça sera pour parfait. Le micro, oui, bien sûr. Donc, je m'appelle François, je suis lead dev chez Brand depuis 4 ans maintenant. Et donc, je suis en charge de toute la partie data. Qu'est-ce que c'est en gros la partie célébrities? C'est simple, on doit récupérer des informations sur des marques et des célébrités. Un maximum d'informations, les stocker, on les agrège et après on les met à disposition de nos clients. Voilà, donc après les clients peuvent s'en servir pour faire des recherches. Ouais. Ça les aide aussi en termes d'outils d'aide à la décision. Ouais. Donc il y a plein de choses qui sont pas mal à la mode, des insights sur des données démographiques ou autres sur les influenceurs. Donc voilà, notre métier aujourd'hui, c'est vraiment de mettre à disposition cette data sur le domaine des célébrités, sur ce qu'on dit d'eux, sur ce qu'elles renvoient comme valeur, comme image. Aujourd'hui, le monde des influenceurs, c'est un monde très live qui bouge beaucoup, en pleine mutation. Il y en a, je suppose, des nouveaux, des personnes qui ont un petit peu moins d'influence. Bien sûr, oui. Comment tu fais pour être vraiment pertinent en live sur ces réseaux-là et trouver toujours les nouvelles personnes et les meilleures personnes? Le but, c'est d'essayer d'être le plus large possible. C'est pour ça aujourd'hui qu'on utilise de la data et qu'on ne fait pas les choses à la main. Quand on fait les choses à la main, déjà, on est obligé de réduire un peu le scope des possibles. En utilisant la data, on peut être très très large. Les réseaux sociaux nous aident énormément. Le web nous aide énormément à justement avoir une vision la plus globale possible, d'aller chercher hyper large, de ratisser vraiment énormément de données et après on vient agréger
Et après, on vient sélectionner, on vient mettre des critères de qualité sur les gens qu'on récupère. Ça peut être des choses. Tu peux nous citer quelques personnes justement en termes d'influenceurs qui correspondent à un certain contenu adéquat, voilà. Bon, là, comme ça, j'ai pas forcément de nom en tête. Ouais. En fait, ça varie en fonction des réseaux sociaux. On peut être sur YouTube, où voilà, il peut y avoir beaucoup de personnes qui font du gaming, voilà, qui sont très ancrées dans ces valeurs-là. On peut être plus sur Instagram, où ça va être des valeurs complètement différentes. On va être sur du fitness, on va être sur du lifestyle, on va être sur des valeurs complètement autres. Et après, on a du Facebook, Twitter qui sont beaucoup plus générales. Donc vous travaillez vraiment par vertical? On travaille le plus global possible. D'accord, pour adresser l'ensemble des thématiques qui intéressent. Exactement. Sinon, on serait trop restreint sur une partie des influenceurs, une partie des célébrités, et c'est pas du tout notre enjeu aujourd'hui. Dernière question, comment tu te sens un petit peu dans cet univers? C'est quoi pour toi Brand Celebrities? Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton ressenti perso? Ça fait 4 ans que je suis ici, donc j'ai vu vraiment la boîte évoluer. Ouais. Aujourd'hui, on a de très beaux locaux et on a vraiment une équipe soudée qui s'est beaucoup développée. Okay. Donc voilà, on a pu prouver qu'on était capable de faire les choses. Je pense qu'il reste encore énormément de choses à faire. Et tous les gens qui nous ont rejoints aujourd'hui, ça nous motive. Il y a beaucoup de compétences qui se sont greffées au noyau central de Brand Celebrities. Okay. Donc voilà, beaucoup de motivation, une très bonne ambiance. Okay. Donc ça donne envie de bosser et puis ça donne envie d'avancer tous les projets qu'on a à faire. D'accord. Tu es un adepte du ping-pong? Ouais, on joue pas mal. C'est pour ça qu'elle a aussi une place très importante dans les locaux, exactement. Une fois de temps en temps, ça fait du bien, puis ça permet de relâcher la pression. Très bien, merci François. Et merci. Et à tout à l'heure. Au revoir. On continue, on termine la visite des bureaux par, je suppose, le coin détente et le coin cuisine, mais qu'on va quand même aller regarder parce que c'est quand même important dans l'univers d'une start-up, en règle générale dans un univers de travail. Hop. Donc voilà où les salariés et dirigeants de Brand viennent se reposer et viennent, je suppose, déjeuner. Donc voilà, on a fini le tour. On va terminer par une petite interview de Quentin. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions en live, à nous les poser. En tout cas, je vous rappelle la thématique, comprendre ce que fait Brand, comprendre l'intérêt stratégique d'acquérir une nouvelle startup pour renforcer son positionnement et grandir, et dans quelle mesure. Et on terminera par quelques conseils à donner aux entrepreneurs et par, si vous en avez, vos questions. On va voir Quentin. Quentin, c'est à nous. Yes. Donc, écoute, comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sur notre réseau social en live. Donc, on va procéder comme suit. Donc, quelques questions. Si tu peux nous présenter rapidement Brand dans les grandes lignes pour le grand public. Puis après, on enchaînera sur notre sujet de prédilection. Ça marche. Donc, Brand Celebrities, c'est la première plateforme spécialisée dans l'influence marketing et qui permet de simplifier tous ces projets de influence marketing, de la recherche d'une personnalité, d'un influenceur, à la mise en œuvre, la contractualisation avec elle. Il y a 3 types de projets principalement. Tout ce qui est projet événementiel. Donc on peut faire venir des conférenciers par exemple sur des événements, on peut faire venir des personnes pour des spectacles privés, des groupes de musique, des chefs, etc. La deuxième partie, c'est tout ce qui est célébrité, égérie, ambassadeur de marque. D'accord. Notre plus gros projet qu'on a réalisé jusqu'à présent, c'est un partenariat entre Novak Djokovic, le numéro 1 mondial de tennis, et Gerblay, sur toute leur gamme sans gluten, ex-numéro 1 mondial de tennis. Et la troisième partie, c'est toute la partie sociale, influence sur les réseaux sociaux, où on est aujourd'hui, et qui permet justement d'utiliser les bases de fans et les communautés des personnalités, des influenceurs comme un média pour diffuser des messages et atteindre ses objectifs. Comment vous ciblez, vous arrivez à cibler la meilleure adéquation possible entre un influenceur et ce qu'il véhicule et un client qui a besoin d'avoir une image de marque précise?
La réponse, c'est la data. En Ouais. fait, historiquement, c'est pas un métier qui est nouveau, ça existe depuis assez longtemps, depuis le 19e siècle à peu près, les marques font appel à des personnalités, mais ça s'est toujours fait de manière assez traditionnelle. C'est-à-dire D'accord. que soit on va penser naturellement à quelqu'un, une personnalité, un influenceur, soit on va aller chercher sur Internet maintenant que Google existe, mais c'est jamais très très rationnel. Il y a beaucoup d'intuitus personae et on prend des risques parce que les enjeux financiers sont assez élevés. Nous, ce qu'on va fournir, c'est de la data. Donc nous, on va scroller le web et les réseaux sociaux en particulier pour aller identifier des informations qui vont permettre de déterminer que c'est la meilleure personnalité en fonction de plusieurs critères. Quel type de personnalité c'est, son parcours, etc. On va aller chercher du contenu sémantique pour aller faire de l'infinité. Donc quand on met en relation Novak Djokovic avec Gervais, c'est parce qu'on a identifié qu'il était intolérant au gluten, par exemple. Ouais. Et on va l'associer à toute la gamme sans gluten de Gervais. Donc il y a une vraie affinité et une histoire qu'on peut construire. D'accord. Et puis après, on va rentrer dans le détail d'informations plus spécifiques sur la cible de cette personnalité et de sa communauté, en termes de sexe, d'âge, de localisation géographique, de CSP, etc. Est-ce que, donc, en amont, je comprends bien l'intérêt de la solution, est-ce qu'il y a une forme de suivi ou de mesure héroïste de l'impact de ces campagnes et justement de la bonne adéquation dont on parle entre l'influenceur et la marque? Tout à fait. Donc ça, c'est la clé. On fait ça sur notre plateforme. En revanche, c'est un suivi qui est assez complexe parce que ça va dépendre des types de projets qu'on peut mettre en place. Tout à l'heure, je parlais de 3 types de projets. Quand on va faire le suivi du ROI d'une conférence, par exemple, d'un speaker qui va venir sur un événement interne en entreprise, là, on ne va pas pouvoir mesurer ça forcément en live en analysant les réseaux sociaux. On va plus passer par des questionnaires, des enquêtes de satisfaction, etc. Mais c'est très important parce que c'est la garantie que l'investissement qui a été fait par la marque, qui a payé pour faire venir cette personnalité, est pertinent. En revanche, sur toute la partie réseaux sociaux et digital, influence, c'est la même chose sur tout ce qui est ambassadeur et géry. On arrive à mesurer en temps réel sur le web énormément de données en termes de reach, d'engagement, de performance de campagne. C'est toutes ces informations que nous on fait remonter sur des dashboards sur nos outils. Et du coup, je suppose que vous arrivez, grâce à ça, à avoir de la récurrence et à avoir des clients qui sont onboardés avec vous. Et qui... Tout à fait. D'accord. Tout à fait. On en vient à notre sujet, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour sur Brand et sur son activité, le sujet phare de la journée, à savoir l'acquisition de start-up. Le but, c'est que tu nous présentes le cas particulier de Brand et surtout que tu nous expliques les enjeux. Est-ce que c'est un levier business? Est-ce que c'est un levier data? Est-ce que c'est un levier pour l'international? Bref, nous expliquer les raisons de ce rachat. Tout à fait. Donc nous, on vient de boucler et d'annoncer l'acquisition d'une société qui s'appelle Entourage, qui est un de nos concurrents historiques sur ce marché, qui est une société qui existait depuis 9-10 ans, donc plus ancienne que nous. En fait, jusqu'à présent, on avait expérimenté principalement des leviers de croissance organique. Donc on avait investi sur des hommes, sur des budgets marketing, sur de la techno, mais on n'avait pas utilisé tout le levier de croissance externe. Donc c'est ce qu'on a voulu explorer à travers cette piste. C'est une opération qui a pris plusieurs mois à être réalisée, puisqu'il a fallu d'abord identifier des acteurs qui étaient pertinents et puis échanger avec eux et se mettre d'accord sur les modalités. D'accord. L'objectif pour nous d'aller chercher une acquisition, c'est d'accélérer et d'aller plus vite sur nos différents axes. En l'occurrence, c'est un acteur traditionnel du marché, donc il n'y avait pas du tout d'axe technologique. Donc le choix qu'on a fait, c'est d'aller chercher un acteur qui allait nous apporter à la fois une équipe, puisqu'on a intégré l'équipe au sein de nos équipes, avec notamment commerciales. Voilà, une vraie expertise, un savoir-faire, qui est reconnu en plus sur le marché à la fois par des clients et par des personnalités, des influenceurs. Donc on va chercher aussi ce carnet d'adresses. D'accord. Et puis on va chercher tout simplement à consolider du chiffre d'affaires, puisque c'est une affaire qui tourne et nous on va venir consolider ce chiffre d'affaires dans notre activité. Et le dernier point, c'est que il y a des synergies qui sont très importantes avec quand nous on a une approche très technologique qui est très orientée sur l'automatisation des process, sur la simplification, et qu'on va s'additionner à un business qui est très traditionnel, on va venir augmenter très fortement la rentabilité de leur activité. C'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu arrives, avec notamment cette base de clients que tu récupères, entre guillemets, à rajouter facilement la couche technologique
la faire adopter finalement? Alors je sais pas, tout est relatif, facilement je sais pas, mais en fait ce qu'on fait c'est qu'il y a une évangélisation à faire auprès de clients qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type de service. Ouais. En revanche, ce qui est sûr c'est que comme on a un vrai avantage concurrentiel et que ce service il a une vraie plus-value pour eux, on n'a pas trop de mal à le démontrer assez rapidement. Côté humain, juste pour comprendre un petit peu l'aspect humain, quand tu rachètes une entreprise, comment tu gères ce facteur-là? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que dans votre cas ça a été facile? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect? Alors c'est le principal enjeu des acquisitions. Moi j'avais déjà vécu des acquisitions mais en tant que salarié par le passé et je savais que c'était un élément très, très important. En fait, comment on gère ça? On gère ça d'abord entre fondateurs, entre dirigeants. Bien sûr. Voilà, il faut déjà que le fit soit très bon et qu'on soit aligné sur les orientations qu'on veut donner au 1+1, qui est censé être plus que 2. Ouais. Et puis ensuite, oui, il y a tout un onboarding à faire, une bonne présentation de l'équipe au sein de l'équipe existante, et puis une clarification des rôles et des objectifs de chacun. Donc, nous, on a pris assez peu de risques finalement, parce qu'on n'a pas non plus fait l'acquisition d'une société qui avait 120 salariés et qui était 4 fois ou 5 fois plus grosse que nous. Ouais. On a intégré une poignée de personnes dans notre équipe, ce qui nous a permis aussi de nous tester sur ce type d'approche. D'accord. Écoute, c'est hyper clair. Avant de parler de l'aspect entrepreneur conseil, j'aimerais faire un dernier focus, parce que c'était le cas il y a 2 semaines avec FeedsUp sur l'international. Quand j'entends international, j'entends clients dans d'autres pays que la France, que l'Hexagone. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner non seulement l'état de l'art, mais aussi ta vision par rapport à l'internationalisation de Brand Celebrities? Ouais. En fait, effectivement, quand on a levé des fonds, donc il y a un peu plus d'1 an, auprès de Capor notamment, un des objectifs c'était de pouvoir s'internationaliser. Et un des premiers recrutements qu'on a fait, c'est notre directeur de l'international. Ouais. Emmanuel, qui nous a rejoint il y a quelques mois. Donc on a pris un peu de temps pour le trouver et donc on va définir la stratégie et l'approche internationale. Donc là on est en cours de lancement sur cette approche. On devrait lancer un début d'activité internationale début 2018. D'accord. Voilà. Ok, c'est très clair. On passe sur le côté Caporn, un petit peu auto-promo que je vais faire de façon extrêmement explicite. Hein. Donc je lis ce que tu m'as donné comme texte, c'est voilà, ça? les 2-3 lignes que je t'ai données, surtout si tu peux me citer. Caporn, juste en 2 mots, pour pas s'attarder là-dessus, mais Caporn, ça t'évoque quoi en termes d'accompagnement d'un point de vue vraiment opérationnel, hein, pas de bullshit dans les lives. C'est quoi pour toi, ça t'évoque quoi? Et avec qui tu travailles? Alors moi je travaille avec Romain principalement aujourd'hui, Romain Vidal, qui nous accompagne au quotidien. Je l'ai plusieurs fois par semaine au téléphone et on a des boards régulièrement. Et puis effectivement je rencontre régulièrement l'équipe pour du business et aussi pour des activités plus sympas. Tout à fait. Qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque l'accompagnement en fait. T'évoquais ça, qu'est-ce que ça m'évoque comme accompagnement? Mais ça m'évoque vraiment l'accompagnement d'un point de vue humain avant tout. Quand on est dirigeant, on est assez seul. Et c'est vrai que Caporn m'accompagne bien dans mes réflexions stratégiques, mais aussi dans l'organisation de mon équipe, dans le challenge de la structuration de mon équipe. Donc il y a tout le côté humain qui est très important et sur lequel vous avez beaucoup de plus-value. Et puis le deuxième volet, c'est un accompagnement plus commercial. Très concrètement, on a identifié ensemble des cibles potentielles, des contacts que vous aviez. Vous m'avez accompagné sur un certain nombre d'introductions auprès de grands comptes, puisque vous avez un très gros réseau. Et ça nous a permis concrètement de signer déjà des premières affaires avec ces contacts-là. Top. Parfait, c'était exactement ce que tu avais écrit. C'était parfait. Et on termine par 2 dernières questions. Elles sont très simples. Là, c'est plus sur l'aspect conseil aux entrepreneurs. Ça fait plusieurs années maintenant que tu as monté Brand, l'équipe a grossi, tu as dû changer de bureau plusieurs fois. Là, tu arrives sur une surface assez grande, tu rachètes une entreprise. Moi, la question que je veux te poser, elle est simple. Comment, à titre perso, tu as réussi à gérer la croissance et quels conseils tu peux donner aux entrepreneurs à ce sujet? Vaste sujet. On peut en parler pendant des heures. Si tu dois en donner un, on va dire. Je pense que le principal conseil, enseignement et que j'aurais aimé recevoir, c'est vraiment bien s'entourer.
bien s'entourer au sens large, donc ça passe par des fonds d'investissement ou des personnes qui ont une expérience entrepreneuriale et un recul sur la gestion de ce type d'activité, donc plutôt au niveau stratégique, au niveau board, mais aussi d'un point de vue opérationnel en fait. D'accord. Quand on commence tout seul, après on va prendre un stagiaire, on va commencer avec quelques personnes, mais on met peu de moyens et on ne sait pas trop comment investir. On a peur de se livrer aussi, on a peur de faire rentrer des personnes dans son capital. En fait, moi je me rends compte, d'autant plus depuis 1 an et demi, 2 ans, qu'on a vraiment accéléré et la levée de fonds nous a permis d'aller encore plus vite, que faire rentrer des profils brillants qui sont souvent plus forts que moi nous permet d'aller encore plus vite. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment qui nous permet qui est vraiment fondamental. Une dernière question pour toi, et j'ai besoin que tu vas voir, c'est un petit peu biaisé, que tu sois extrêmement transparent, même si on est là. Tu as levé des fonds, ça t'a pris un peu de temps. Comment tu as vécu ce moment-là et quel conseil? La levée de fonds, est-ce que ça a été chronophage? Voilà, oui, c'est extrêmement chronophage, sauf si on a une billion-dollar compagnie et que tout le monde se jette sur le tour de table, donc c'est pas le cas de la majorité des startups. Oui, c'est extrêmement chronophage, il y a des hauts et beaucoup de bas. Nous, on a eu la chance d'être accompagnés, on est passé par un leveur de fonds, donc ce qui nous a aussi permis d'ouvrir des portes et qui nous a bien challengé et qui nous a permis de travailler sur notre business model et la manière de le présenter au fonds, puisque finalement les fonds ont des codes et des manières de lire les plans des startups qui ne sont pas forcément ceux que les entrepreneurs ont. Donc c'est important d'avoir ces codes. Je pense qu'aujourd'hui je pourrais le faire tout seul parce que j'ai mieux compris, mais en amont, quand c'est une première levée de fonds sur une série A, c'est assez compliqué. Et puis l'entrepreneuriat en général et la levée de fonds en particulier, c'est assez long. Moi je fais du trail, de l'ultra trail, je fais des courses de plusieurs centaines de kilomètres. On avait parlé. Et il y a un vrai parallèle à faire avec ça parce que ça sert à rien de courir trop vite. Il faut séparer ça en différentes étapes et tant qu'on n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé. Jusqu'à la signature de la term sheet, tout peut se passer. Tout peut se passer. J'espère que c'est moins compliqué que les 150 km que tu peux courir tout seul, dans le froid. Tout est relatif. Dernière question, j'avais dit que c'était la dernière, mais c'était l'avant-dernière. Le langage VC, on a parlé un petit peu. Oui. Tu as 2-3 mots qui reviennent. Bon, j'imagine que tu vas dire récurrence, c'est le mot que tous les VC ont à la bouche. Il y en a 1 ou 2 qui reviennent comme ça de temps en temps. Il y a récurrence, il y a SaaS, abonnement. On se nourrit de buzzword là, continue. SaaS. Il y a scale. Ça, le scale, on entend vraiment beaucoup parler. Sticky un petit peu. Stickiness. Ouais, non, il y en a plein, mais on finit par les adopter nous-mêmes en fait. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr. On fera un glossaire à l'occasion d'une prochaine vidéo. Je pense que ça serait très utile. Merci Quentin, merci pour ton temps. Merci à vous. Et puis à bientôt. Et à bientôt pour un prochain live. Merci. À bientôt.